Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. C'est la nouvelle qui a ébranlé le continent africain, voire le monde entier. Le maréchal Idriss Déby Itno est mort au combat contre les rebelles du FAC. Son fils, à la tête du Conseil militaire de transition, va assurer une transition de 18 mois. L'accès à l'eau potable devient de plus en plus préoccupant dans la capitale guinéenne. Cette ressource vitale reste encore une denrée rare pour les Conakriquais. Vous aurez plus de détails dans cette édition d'information. Et pour la rubrique Le Grand Angle, nous vous amenons à Saraya dans la préfecture de Kouroussa pour la découverte de vestiges de la colonisation. C'est tout pour les titres de développement dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. La nouvelle occupe l'actualité africaine et internationale. Le décès du maréchal Idriss Déby Itno, président du Tchad, plonge le pays dans une transition forcée. C'est à 10h50 ce mardi que l'armée a fait l'annonce de sa disparition de celui qui venait d'être réélu président de la République pour un 6e mandat. Retour sur cette actualité, c'est avec Mamoudou Bouleré-Diallo. Ce n'est pas forcément ce qu'attendait le peuple tchadien qui sort d'une élection présidentielle. Sur les antennes de la radio et télévision nationale du Tchad, Agem Bermando Agouna, le porte-parole du Conseil militaire de transition, s'adresse à la nation avec un visage fermé, entouré de bérets rouges. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Les conséquences de cette perte immense ont été immédiates. L'armée tchadienne prend le contrôle du pays à travers le Conseil militaire de transition dirigé par Mohamed Idriss Déby, fils du défunt président. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Idriss Déby Itno savait apparemment ce qu'il attendait en allant souvent sur le terrain de bataille. Peu avant son raid fatal, le maréchal avait déclaré sa source de motivation. Je le fais parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Arrivé au pouvoir par les armes le 1er décembre 1990, le maréchal Idriss Déby Itno aurait été aussi tué par les armes d'une rébellion ce 19 avril 2021, alors qu'il venait de remporter la présidentielle pour un 6e mandat consécutif. La transition en cours durera 18 mois selon les annonces officielles. Restons toujours dans le même cadre puisque ça occupe l'actualité dans le monde entier. Le président tchadien succombe à ses blessures en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Les réactions des acteurs politiques guinéens n'ont pas tardé. C'est le cas de Bahouri et Kabine Komara qui parlent d'une grande perte. Ils ont aussi exprimé leur inquiétude sur l'avenir du Sahel. Mariam Foudé Camara les a joints au téléphone décryptage. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé ce mardi des suites de blessures reçues au front alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord. Bahouri Kabine Komara parle d'une mort tragique et tire des leçons. C'est vrai, c'est une surprise et vraiment c'est un désastre pour l'Afrique de voir le président Idriss Déby disparaître dans ces circonstances tragiques.
D'autant plus que, comme vous le savez, le Tchad était un pivot extrêmement important dans le dispositif sécuritaire qui était en place tant au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'au niveau de l'Afrique centrale. Écoutez, c'est une nouvelle tragique. Tragique, j'allais dire pas seulement pour le Tchad, mais pour l'ensemble de la zone sahélienne, parce que Idriss Déby, qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 38 ans et qui a dirigé pendant 30 ans, décédé à 68 ans, avait pensé qu'il avait vraiment toutes les cartes à main et qu'il peut diriger ce pays encore pendant très longtemps. Les opposants de l'ancien président qui a dirigé le Tchad d'une main de fer parlent de la mort d'un dictateur. Kabine Komara explique. C'est quelqu'un qui a réussi à neutraliser pendant longtemps ses opposants. Mais vous le savez, il y a jamais de puissance permanente. Dans l'Afrique qui a des conflits, il faut toujours chercher la paix, négocier. Ne pas croire qu'on est puissant indéfiniment. L'inquiétude est grande chez ces acteurs guinéens. À la question de savoir si la disparition d'Idriss Déby pourrait impacter les efforts du G5 dans le Sahel, Kabine Komara répond. Ce G5 Sahel qui manque déjà d'argent, qui manque de moyens, mais qui va manquer vraiment de leaders militaires, va devoir faire face très 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 rapidement à de nouveaux défis. Et là, ce ne sont pas seulement les 5 pays qui sont inquiets, mais c'est tous les pays. Idriss Déby Itno laisse un Tchad en proie à une rébellion dont il est même victime. L'annonce du décès tragique du président tchadien suscite des inquiétudes au sein de sa communauté vivant en Guinée, parmi elles des jeunes étudiants qui disent avoir perdu un conseiller qui était toujours à leur côté. Bernard Kondoné et Ibrahima Souri Soma sont allés à leur rencontre. Suivez. Alors qu'il venait d'être réélu pour un 6e mandat à la tête du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno est décédé ce mardi des suites d'une blessure au front lors d'un combat contre les rebelles. En Guinée, ils sont plus de 400 étudiants ressortissants tchadiens qui évoluent dans les institutions d'enseignement supérieur. Regroupés autour de leurs responsables, ces jeunes disent avoir accueilli la nouvelle avec tristesse. On ne peut rien dire pour le moment, sauf que son âme repose en paix. Mais c'était vraiment une très triste nouvelle. On nous a surpris avec la nouvelle de ce matin-là. Bon, là, toute la communauté tchadienne ici en Guinée est triste d'apprendre la nouvelle. Inquiétude sur leur visage, ces étudiants disent avoir perdu un conseiller. Il y avait la paix et la sécurité. La paix et la sécurité au Tchad. Et même dans beaucoup de pays d'Afrique, comme vous avez constaté peut-être. Au Mali, en Centrafrique, au Nigeria, au Niger, au Cameroun. Voilà. Et souvent, quand il venait ici en Guinée, il nous conseille à chaque moment. Il faut travailler. L'avenir de l'Afrique repose sur vos épaules. L'avenir du Tchad repose sur vos épaules. À chaque moment, c'est ce qu'il nous disait. Donc, ça va nous manquer ces conseils, mais on va, Inch'Allah, appliquer ce qu'il nous a dit, Inch'Allah. Reconnu pour sa détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, ces étudiants sont rassurés de la poursuite de ce combat par ses successeurs. Il a éduqué le peuple tchadien à ça, à bien se défendre, à bien lutter contre le terrorisme. Donc on compte vraiment sur la force qui est là-bas et ça ira, Inch'Allah. Quelques heures après l'annonce de son décès, un comité militaire de transition dirigé par un de ses fils a été mis en place par l'armée. Son rôle sera de diriger la transition pendant les 18 mois à venir. On change de registre dans cette édition d'information. L'accès à l'eau potable devient de plus en plus préoccupant dans la capitale guinéenne. Cette ressource vitale reste encore une denrée rare pour les Conakriquais. Il suffit de faire un tour dans certains quartiers de la banlieue pour s'en rendre compte. À Nongo, par exemple, dans la commune de Ratoma, l'eau ne coule plus dans les robinets depuis plusieurs années et de nombreuses familles sont confrontées à un manque criard d'eau. Le constat avec Guéné Mbemba Koulibaly, Abdoulaye Kamara. Nous sommes à Nongo Kiroti. Ici, le manque d'eau potable dans les robinets est une réelle préoccupation pour les habitants de cette localité. Cette habitante du quartier que nous avons rencontrée en compagnie de sa fille éprouve beaucoup de soucis pour trouver de l'eau. Cette mère de famille explique comment elle s'y prend
dans sa quête quotidienne d'eau. C'est pas facile parce qu'avant on prenait les bidons, on partait dans les quartiers pour chercher de l'eau. Des fois, comme je suis une femme, je cherchais les jeunes du quartier pour m'aider à avoir de l'eau dans les bidons. Donc on est obligé ou d'appeler les pompiers ou d'appeler la SEG. Et on paye et ils nous fournissent de l'eau. Comme elle, cette perturbation dans la déserte en eau potable affecte aussi Adama Keita, un véritable parcours de combattant que mène cette autre dame. Elle dit se lever tôt tous les matins pour être dans des files devant les forages afin d'avoir de l'eau. Ici, ça fait plusieurs années, on n'a pas d'eau. Nous souffrons beaucoup. C'est l'eau du forage que nous buvons et ces propriétaires de forage nous donnent de l'eau quand ils veulent. Et si tu ne te lèves pas tôt le matin, tu n'auras pas d'eau. En plus, si le courant part, on ne pourra pas avoir de l'eau du forage. Bien que l'eau de la SEG se fait rare dans les robinets, mais les clients, eux, sont obligés de payer leurs factures. Aïssatou Diallo déplore ce 2 poids 2 mesures de la société dans la fourniture d'eau. Là, même pendant le confinement, on avait dit qu'on ne payait pas l'eau et l'électricité. Alors que nous, toutes les factures qu'on a reçues de l'eau, on a payé sur Orange Money. Donc c'est là même le problème, parce que moi je ne comprenais pas comment ils ont pu accepter qu'on paye. Parce que sinon, normalement, comme ils savent qu'il n'y a pas l'eau sur cette zone, ils ne pouvaient pas accepter les paiements. Cette pénurie d'eau potable au quartier Kiroti ainsi que dans d'autres localités de la capitale d'un pays qu'on qualifie de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest est surtout perceptible en cette période de saison sèche. Lancement ce mardi à Conakry du projet Nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration vise à faciliter l'insertion professionnelle des migrants, lutter contre le chômage grandissant des jeunes diplômés sans emploi grâce au numérique et encourager l'entrepreneuriat jeune. Justin Leno Aboukouria Kourma pour plus de détails. Le projet Nouvelles technologies de l'information et de la communication est initié par la structure Transcons financée par l'Union européenne à travers l'OIM. Il va contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes migrants de retour au pays et d'autres jeunes diplômés sans emploi grâce au numérique. Tous les migrants de retour sont des bénéficiaires d'office. Et de l'autre côté, il y a l'emploi jeune. Et donc on a lancé un test de recrutement des jeunes qui ont déjà quelques notions en informatique, qui sûrement seront les éléments, les moteurs dans la gestion de ces centres. À peine lancé, le projet NTIC envisage la formation de 60 jeunes en informatique et gestion d'entreprise. Ses membres comptent également procéder à l'installation de 20 centres de prestation de services à Conakry, à Koya et à Dubrika. Les nouvelles technologies de l'information, vous êtes bien placés pour le savoir, sont quelque chose d'extrêmement important. Et en formant des jeunes dans ces domaines-là et en leur permettant eux aussi de répercuter ces compétences qu'ils auront reçues. Les autorités, notamment les ministères de la jeunesse et de l'emploi jeune ainsi que celui de l'action sociale, saluent le projet. Le département chargé de l'action sociale à travers ces différentes structures va y contribuer en mettant à disposition, en sensibilisant d'abord en amont. Tous jeunes, les participants à cette cérémonie sont confiants quant à la diminution du chômage dont ils sont victimes grâce à de telles initiatives. Bon, ça représente un grand plaisir pour moi parce que moi qui est devant vous comme ça, j'ai été rapatrié plus de 3 fois, donc c'est mon 3e rapatriement. Le projet Nouvelles technologies de l'information et de la communication est financé à 1,896 100 000 francs guinéens pour une durée de 7 mois. Des produits guinéens interdits dans les pays de l'Union européenne, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les promoteurs et exportateurs depuis que le gouvernement guinéen a rendu public cette mesure. L'incompréhension et des interrogations s'installent chez une compatriote qui de passage appelle les autorités à tout faire pour régler cette situation. Mamadou Sayo Baldé, Alceni Camara, explication.
Le 15 avril dernier, à la faveur du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement disait ceci. La ministre a rappelé que plusieurs produits guinéens destinés à l'exportation ne sont pas admis dans certains pays, dont ceux de l'Union européenne, pour défaut de conformité aux normes. Il s'agit notamment de l'huile de palme, du miel, de la pâte d'arachide, de la poudre de piment, du beurre de qualité et du café. Comment cette décision est accueillie chez les promoteurs des produits guinéens, tant au niveau national qu'international? Mal, d'autant plus que les produits incriminés sont une véritable identité. Bon, vraiment, ça fait une grande boule dans le ventre. Surtout, les produits qui ont été cités sont les plus essentiels. Et quand on prend le beurre de karité, ça fait partie des produits les plus consommés, les produits africains les plus consommés en Europe, parce que ça rentre dans la fabrication de certains produits cosmétiques. Ça rentre également même dans la fabrication de certains produits alimentaires. Et quand on prend le miel également, parce que c'est des produits qui sont consommés en très grande quantité. Le ministre a évoqué une maladie d'origine alimentaire. Rokiatou Kaba ne veut pas tomber dans l'émotionnel, c'est pourquoi elle souhaite avoir plus de clarté. À minima, le gouvernement doit agir. C'est dû à quelque chose, donc ce qui motive ça, il faut qu'on le sache. Et s'il y a des dispositions, que le gouvernement nous aide à faire face à ces dispositions afin que nos produits soient acceptés. La pandémie continue d'asphyxier les hommes et femmes d'affaires du pays. Cette décision n'est pas pour apporter de l'oxygène au climat des affaires, d'où cet appel à l'endroit des autorités. Je n'ai même pas cherché, je ne sais même pas quelle porte il faut taper pour avoir des appuis. J'ai travaillé dur, seul, avec mes initiatives, avec mes moyens, pour arriver à ce niveau-là. Donc, je demande au gouvernement de nous venir en aide. En attendant une issue à cette mesure de l'Union européenne à l'encontre des produits guinéens, Rokiatou Kaba se contentera d'écouler ses produits à l'interne. Une rumeur circule sur une éventuelle augmentation du tarif des appels en République de Guinée. Cela aurait un rapport avec l'arrêté numéro 457 du ministère des Postes et Télécommunications publié le 29 mars dernier. Sur ce sujet, le secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des télécommunications, Fezatel Alabrégé, s'est exprimé. Pour lui, cela aurait un impact sur l'emploi en Guinée. Reportage à Fatoumata Bintabari, Yacouba Traoré. Dans l'arrêté numéro 457 publié le 29 mars dernier, le ministère des Postes et Télécommunications a élargi la redevance interréseau de 30 à 20 francs sur l'ensemble du service de la voix, soit 20 francs de redevance sur 540 francs la minute sur le réseau OnNet. Cet arrêté est venu modifier la loi L018 en son article 79 de 2015 qui a fixé l'interconnexion. Une décision à laquelle la Fédération du syndicat autonome des télécommunications n'adhère pas. Pour nous, ça a été une surprise de voir l'arrêté du ministre des Postes et Télécommunications qui dit que maintenant les appels internes doivent être facturés. Là, on ne parle plus à ce moment d'interconnexion. Parce que quand on parle d'interconnexion, c'est qu'il faut qu'il y ait un réseau A qui est connecté à un réseau B. Mais si dans un seul réseau, on dit on va mettre une redevance interco, ça c'est pas normal. Interrogé au téléphone, le ministre des Postes et Télécommunications précise. Nous avons réduit de 30 à 20 francs, mais élargi sur l'ensemble des services. Donc, que ce soit la voix on-net ou off-net. En on-net, l'opérateur facture 8 francs la seconde, ce qui fait 540 francs la minute. Sur 540 francs la minute, nous n'allons chercher que 20 francs. Abdoulaye Bari prévient que la déduction de la marge bénéficiaire des opérateurs téléphoniques aura un impact sur l'emploi en Guinée. D'après lui, le ministre devrait revoir cette décision. Le secteur des postes et télécommunications est hyper taxé. C'est un secteur qui paye plus de 2500 milliards par an. Donc quand encore on dit qu'on va essayer d'augmenter des taxes pendant que les travailleurs sont là, pendant que il y a les investissements, pendant qu'il y a encore l'emploi des jeunes qui doivent suivre après. Donc avec tout ça là, nous, en tant que dépositeurs de pouvoir, qui nous sommes Fezatel, nous avons demandé à ce que l'État essaie de revoir cela. Pour toute réponse, Said Oumar Koulibaly fait une comparaison sous-régionale. Un État n'est riche que par la générosité de ses contribuables et il faut qu'on finance nos investissements.
Nous avons la pression fiscale la plus basse de l'Afrique. Quand on prend les autres pays de la sous-région, ils sont autour de 17 jusqu'à 20%. Concernant la rumeur qui circule sur une éventuelle augmentation du tarif des appels, Abdoulaye Bari dit ne pas être au courant. Le ministre lui souligne que cela n'est pas possible sans l'approbation de l'autorité de régulation. Beila est l'une des 33 préfectures de la Guinée. Il est situé au sud de la Guinée et depuis 3 ans, sa commune urbaine est dirigée par une équipe de jeunes portée à la tête de cette municipalité par une candidature indépendante. Malgré les ambitions donc qui les animent, ces jeunes sont confrontés à des difficultés liées à la collecte, recettes pour le financement des projets locaux. Idrissa Bari, André Mossi Milimono et Kerno Sadouba se sont déplacés. Suivez ces images. Les jeunes sont le moteur du développement d'une nation, le dit-on. En bénéficiant de la confiance des populations de la commune urbaine pour diriger la mairie, ces jeunes ont pris l'engagement de s'investir pour le développement de Beila. À leur prise de fonction, l'état des finances de la municipalité était catastrophique, avec 25 millions comme fonds. Nous, on est pour Beila. Tout ce qui peut faire le développement de Beila, on est pour ça. Donc, on n'est pas là pour un parti politique ou bien pour qui que ce soit. Presque, il fallait commencer à moins 25 millions, pas à zéro, mais à moins 25 millions. Donc, mais avec la confiance de nos mamans et des citoyens, on a commencé à renégocier les contrats qui existaient entre nous, entre la mairie et les citoyens. Pour booster les recettes de la commune, la nouvelle équipe a engagé des négociations avec les bouchers et le marché à bétail, dont les taxes ont été revues à la hausse. Beila, c'est aussi une zone minière avec la présence de grandes entreprises qui exploitent les monts Nimba. Même les taxes superficielles, on vous dit maintenant là, ce n'est pas payé à Beila, à la commune urbaine, parce qu'on a des difficultés. Depuis plus de 10 ans, Rio Tinto paye les taxes superficielles. Et le mont Simandou appartient à la commune urbaine et à la commune rurale de Nyosomodou. Mais la commune urbaine n'a pas de taxes. Dans la municipalité, il existe un aérodrome exploité par la société minière qui fait atterrir chaque semaine un vol sur cette piste. Mais la mairie n'a jamais perçu de taxes sur l'exploitation de cette piste, affirme le premier vice-maire. C'est à 5 km de la commune urbaine, du centre-ville. Donc, mais jusqu'à présent, la commune urbaine n'a pas un franc des taxes de l'aéroport. Mais on a envoyé des courriers à Rio Tinto, ils nous ont répondu qu'ils donnent des taxes au ministère des Transports. Donc, on ne sait pas comment on va faire pour avoir pour nous. Avec l'ANAFIC, la commune urbaine a pu réaliser plusieurs infrastructures socio-communautaires. Il s'agit de forages et d'écoles pour certains districts de la commune urbaine. Et dans ces perspectives, cette équipe de jeunes élus souhaite faire de Beila une localité attractive avec des projets de développement. C'est une triste nouvelle pour le monde sportif guinéen. Le milieu de terrain offensif du Afia FC a rendu l'âme ce mardi au stade annexe de Nongo. Selon ses proches, Mohamed Latiz Camara a succombé suite à un arrêt cardiaque en pleine séance d'entraînement ce matin. Parents, amis sportifs, tous se souviennent d'un jeune joueur religieux respectueux. Je vous propose de suivre quelques témoignages dans ce reportage signé Ali Badara Camara, Ibrahima Souri Camara. C'est une triste nouvelle qui a très vite touché le monde du football guinéen ce mardi matin. Alors que son état de santé était sans faille, c'est en pleine séance d'entraînement que le milieu du terrain du Rafia AC a succombé suite à un arrêt cardiaque. Une nouvelle qui vient endeuiller le monde sportif guinéen. Les gars, écoutez, c'est venu subitement et on s'entraînait. D'un coup, il courait derrière le ballon, il s'est écroulé. Mais le docteur et le kiné, ils ont fait l'essentiel, ce qu'ils pouvaient faire. Mais malheureusement, la tige n'était pas pour nous. Cette tragédie intervient alors que Mohamed Latiz Camara, le jeune joueur, se préparait à jouer le derby contre le Rorea AC ce jeudi. Et même ce matin, il disait même au coach, parce que c'est un joueur qui avait l'habitude de marquer contre le Rorea, il a même pour le coach, même 5 minutes, tu me donnes à faire le mercredi, je marquerai le jeudi, je marquerai contre le Rorea, parce que j'ai l'habitude de marquer contre cette équipe. Et ce qui est surprenant encore, même avec ses amis, pendant on faisait le taureau, lui-même il se disait, il dit, oh, mes amis, aujourd'hui, moi, c'est la dernière fois que je rentre maintenant au milieu. Comme si quelqu'un qui était là pour dire au revoir.
Le défunt était fils de l'ancien sociétaire de l'équipe nationale et le Afia FC. Elhadji Latiz Camara se souvient d'un jeune joueur religieux et ambitieux. Un enfant qui avait une certaine importance pour moi. Il était tout pour moi. Il venait chaque fois quand il va à l'entraînement, il vient me dire d'abord, papa, je vais à l'entraînement. J'ai dit, bon, que Dieu te protège. Alors il revient de l'internat aussi, il dit, vraiment papa, j'ai marqué un joli but aujourd'hui. Il dit, c'est bien, mais tu ne peux pas avoir ma cheville, moi. Quand moi je jouais, je marquais des buts, j'ai déchiré le filet et on m'a surnommé Yeleboé. À noter que le défunt a laissé derrière lui un enfant et une veuve en état de famille. Selon ses proches, la levée du corps est prévue ce mercredi à 9h à l'hôpital sino-guinéen avant de l'accompagner à sa dernière demeure au cimetière de Matoto. Au compte de notre série de reportages sur la ville de Saraya, nous vous proposons ce dernier numéro sur les vestiges de la colonisation dans cette petite ville très prisée par les Français à l'époque coloniale. Ismaël Nabé, Kerno Sadouba nous signe ce grand angle. C'est en 1890 que la Guinée est devenue officiellement colonie française. Et depuis, l'homme blanc s'est intéressé à tous les points stratégiques du pays. Ainsi, à Saraya, district situé dans la sous-préfecture de Sandiana, les vestiges de la colonisation française sont toujours là malgré le temps. Saraya, c'était ce centre d'apprentissage très apprécié par les colons qui y passaient pour leur mission. Père Gilmo et mon cher Dambak qui était là. C'est eux qui, après, ils ont ouvert l'école de Dabadou. Ils ont enseigné ces gens-là ici après. Ils ont ouvert l'école de Saraya, était ouverte à 50-51. Le premier élève de Saraya s'appelait Demba Samake. Mais lui, il est mort à la 3e année. Après, la première fille qui a été inscrite s'appelait Atata. C'est un camarade. Comme son papa était chef de village, on l'a oublié de faire inscrire une fille. Il a inscrit celle-ci. Or, elle avait que 13 ans. Et à l'époque, moi, je n'avais même pas 6 ans. Après, on les a fait inscrire. Moi, j'ai été 12e d'inscription. La 12e fille ou la 12e personne a été inscrite? La 12e personne. Donc on va dire la deuxième fille. La deuxième fille à être inscrite à Saraya. Dans une école. Dans une école. Et puis il y avait une autre qui s'appelait Bintou Fatma. Après il y a eu des filles après et des garçons. Vous avez eu à apprendre à travers cette école? Et dites-nous, eux ils étaient chrétiens. Et vous étiez musulmans. Musulmans, comment ça se passait? Non, pour eux, vous venez à l'école, ils ne vous donnent pas des cours de la mission, l'évangélisation. Si tu veux et que tu es curieuse, tu peux les voir et regarder parce qu'ils ont fait venir les prêtres et puis les forestiers. Bon, pendant les dimanches, ils donnaient des messes. Et le premier maître, c'était Merchant. Qui est de Bouadou. Plus tard, Bintou Keïta va devenir l'épouse de M. Grisard, avec qui elle aura 2 enfants. Quand j'ai quitté ici, à 6 ans et demi, comme j'étais trop petit, mon papa m'a envoyé chez les sœurs à Saint-Alexis, où j'ai suivi des cours là-bas et à Kita. Après, quand je suis venu à l'indépendance, quand je suis venu, j'ai resté au village. Après, avec mon mari, quand il m'a vu, vraiment, il m'a demandé un mariage. J'ai dit non. C'était en quelle année ça? C'était en 63. Il a dit non. J'ai dit je ne veux pas me marier parce que
Je vois bien les Blancs qui marient les femmes ici. Ils les considèrent comme... Ils les abandonnent. Non, ou bien ils les considèrent comme une bonne de la maison. Si tu me maries, on se marie officiellement. Là, je suis d'accord. Sinon, comme il y a beaucoup de candidats, il y avait d'autres candidats, un Américain noir, et puis il y avait un autre Français qui s'appelait Jacques. Avant l'indépendance, ils vendaient de l'Aspro dans l'Afrique occidentale. C'est comme ça qu'après il m'a demandé, c'est là qu'on s'est mariés. Vous êtes mariés, vous avez eu des enfants? Oui. Ces enfants vivent à... Il y en a une qui est en Amérique. En Amérique. Il y en a, le premier est à Colentin, dans notre plantation là. Saraya comptait beaucoup pour les colons qui avaient presque fait de ce village leur centre d'activité. Quand j'ai dit, on va me dire que parce que j'étais marié avec les Blancs, c'est ça, mais sinon, avec les Blancs ici, du coup, ils ont bien aidé Saraya, ils ont bien évolué Saraya. Ils aimaient Saraya? Ils aimaient beaucoup Saraya, surtout les missionnaires. C'est pourquoi ils se sont installés ici? Ils se sont installés ici. Ils ont fait venir l'école normale de Dabadou. Bon, à l'internat, comme ils ne savaient pas comment les faire préparer à manger, il y avait un ancien chef de canton ici qui s'appelle Mamadi Sako. Bon, ils sont allés trouver ces derniers. C'est là qu'ils ont payé la marmite là. Où l'école de Dabadou leur manger. Il y a 50 mesures de Saraka dedans. Et la femme qui préparait ça, c'était la femme de l'ancien chef du village qui s'appelait Nkaoussou. Ici à Saraya, les traces du passage du colonisateur existent encore, malgré la durée. Voilà, c'est ici l'école construite par les Blancs. Là où l'école normale qui était Cancan, ils ont transféré ça ici. C'est ici qu'ils étudiaient. Après ici, ils ont envoyé encore à Dabadou. Des vestiges de la colonisation existent encore en Guinée malgré la durée. Cependant, le constat est alarmant quant à leur entretien et leur rentabilité touristique. Leur téléphone. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. On n'oublie pas nos techniciens du jour. À la réalisation, il y avait Alcine Barry, on n'oublie pas Lamine Sidibé et Saloum qui étaient aussi avec nous au compte de la régie. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.